souhaiterais proposer aux participants de la première table ronde de me rejoindre, de venir prendre place sur l'estrade. S'il vous plaît, mesdames, messieurs. Venez vous installer, il n'y a pas de plan de table, hein, donc vous prenez le siège que vous préférez. Installez-vous, faites un tout petit changement de décor. Les petites procédures d'hygiène qui sont obligatoires pour tous. Nos micros sont protégés par des petites bonnettes. Nous avons nos masques. On va pouvoir discuter sereinement. Allez-y, installez-vous. On va c'est comme vous voulez. Après, sur la deuxième table, de toute façon, c'est aussi de se mettre là tous les deux. Le temps qu'on s'installe tous, j'avais Laetitia deux ou trois petites citations que j'avais retrouvées. Ah. Ça pourrait être marrant que vous essayiez de deviner qui les a dit et surtout quand. C'est ça qui m'intéresse, moi. C'est l'année où ça a été dit. Vous voyez, par exemple, une du Parisien, grand journal national quand même, qui titrait « Elle a gagné la route du Rhum devant tous les hommes », c'était la victoire de Florence Artaud. Flo, t'es un vrai mec. Ouais, c'est bien 1990. C'est quand même pas si vieux que ça. Pour moi, une femme qui se bat au judo, c'est pas quelque chose de naturel, de valorisant pour l'équilibre des enfants. Je pense que la femme est mieux au foyer. David Douillet. Ouais. Vous avez tous potassé votre truc, c'est bien. C'était Douillet, il était ministre des Sports quand même, c'était en 98. Et puis on va forcément parler de lui ce soir, au moins l'évoquer. Impraticable, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas de l'ajouter incorrecte. Telle serait à notre avis une Olympiade féminine. Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. C'est pas pour des mots, quoi. Au JO, le rôle des femmes devrait surtout être, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Et voilà. Voilà, on remonte un peu dans le temps quand même. On est en 1912, mais des femmes qui remettent des trophées à des vainqueurs, c'est pas si vieux que ça. D'accord. Anaëlle Angéli, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes notre invitée d'honneur, donc on est vraiment ravis de vous avoir. Vous êtes championne du monde de boxe lyonnaise, c'est exact. Pas encore 30 ans, je précise. Bon, à 30 ans, voilà. Policière municipale dans le civil, on aura l'occasion de peut-être d'en reparler tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on fasse un tout petit peu votre connaissance, votre parcours sportif, si vous pourriez quelques mots, vous faites toucher du doigt la discipline qui est la vôtre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée d'être ici ce soir parce que quand Karine m'a appelé pour m'en faire part, ça m'a vraiment. Je me suis dit, oh bon, ça c'est des sujets que j'adore. Surtout moi parce que j'ai toujours été sportive. Et j'ai toujours été attirée par des sports dits masculins. Voilà. Mais pour moi, c'était un sport. Donc depuis que je suis petite, j'ai pratiqué le football. Ça pas vraiment. Mon père a dû s'y faire aussi. Ça. Et puis du football, de 11 ans de football, je suis passée à la boxe. Aujourd'hui, j'ai plus de 30 ans. Et j'ai commencé la boxe tard. J'avais 20 ans, la première fois que je suis rentrée dans une salle de boxe. Et là, c'était ma mère qui était plus inquiète aussi. Pourquoi mes parents étaient inquiets ? Parce que pour mon père, déjà, quand j'ai commencé à jouer au foot, pour lui, déjà, les filles, ça joue pas au foot. Voilà. Lui, il a été éduqué dans une famille, donc il est d'origine haïtienne. Donc, voilà, c'était souvent les femmes au foyer, qui faisaient manger, et puis les hommes. Il n'y avait pas de souci, il pouvait faire tous les sports et toutes les activités qu'il voulait. Et donc, et puis j'étais un petit peu différente de mes sœurs, voire complètement, parce que il m'appelait le garçon manqué, en fait. Donc c'est vrai que ça l'a perturbé un petit peu, et puis bon, ma mère a fini par le convaincre, l'espèce de foot. Je me suis épanouie comme jamais dans le foot à cet âge-là. Et pour moi, en fait, c'était tout à fait normal de pratiquer ce sport autant qu'un garçon. Et donc, j'ai jamais à ce moment-là ressenti de différence de traitement
au club de foot. Par contre, la différence quand j'étais jeune, je la voyais souvent à l'école. Je m'en rendais compte parce que souvent, ben, on est jeune, on fait les équipes. Les garçons, c'est eux qui font les équipes. Et puis bah, quand on est une fille, bah, on choisit en dernier. Sauf que quand j'ai commencé à être bien au foot, on vous choisissait en premier. Voilà. Et c'est là la différence que voilà, j'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour gagner cette place, pour gagner en fait cette valorisation, ce respect de la part des autres garçons à cette époque, pour qu'ils me choisissent dans les premiers, voire des fois la première. Donc pour moi, c'était une réussite. Mais c'est vrai qu'au début, je ne me rendais pas compte de ça. Je me rendais pas compte de ça. Et donc les années ont passé. Et donc je suis passée à la boxe taille, donc Muay Thai et kickboxing. Donc là, c'est ma mère qui s'est dit, pourquoi tu veux faire ce sport? Ma fille, t'étais pas bien, enfin, tu peux faire autre chose, la natation. J'ai dit, non, moi, je veux faire de la boxe. Mais bon, mes parents me connaissent comme étant une fonceuse dynamique. Donc voilà, moi, j'avais vraiment besoin d'un sport qui procure une adrénaline bien particulière. Et donc, la boxe, j'ai tout de suite accroché. Et puis ben, j'ai tellement accroché qu'aujourd'hui, grâce à mon entraîneur Dominique Toulet qui est ici dans la salle, j'ai réussi à très vite obtenir de beaux résultats. Et je suis fière aujourd'hui d'être une des représentantes féminines de l'équipe de France, du Muay Thai de l'équipe de France de kickboxing, parce que c'est la même fédération. Et en fait, je fais partie, je pense, de ces femmes qui cassent justement tous ces clichés, toutes les appréhensions, les a priori qu'on peut avoir par rapport déjà à la boxe et aussi par rapport à tous les sports qui à la base... Dit masculin. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement les premières réactions, résistances, réticences et blocages viennent de votre environnement très proche. J'ai d'ailleurs trouvé la citation d'une de vos collègues, Aya Sissoko, voilà, qui a confié dans la presse qu'elle, quand j'ai voulu faire de la boxe petite, ce sont d'abord les femmes qui s'en sont offusquées, ma mère et celle de la cité où je vivais. C'est exactement ce que vous avez vécu. Allez, ce soir je vais être un peu provoque parce que j'ai envie que ça discute, ça échange, etc. Bon, la boxe c'est un sport de mec. Non mais dites-moi pas qu'on vous a jamais sorti ça quand même. Bien évidemment qu'on a déjà sorti. Alors quand on entend ça, comment vous avez réagi? Comment vous avez surmonté ça? Et la question que souvent je pose aux personnes qui me disent ça, c'est souvent des hommes, je leur dis mais et toi, tu ferais de la boxe? Ah mais moi surtout pas. Alors pourquoi moi, Anaëlle Angéraville, j'arrive en tant que femme à me dire c'est fait pour moi ce sport, mais que toi, ce serait pas du tout. Donc qu'est-ce qui t'attire? Et quand il me dit par exemple je suis attirée par moi je suis plus attirée par la natation parce que en fait là où je veux en venir en fait c'est que les personnes qui disent la boxe c'est un sport de mec, c'est parce que la boxe on prend des coups et on a, comme ma mère me disait au début, pourquoi tu veux faire la boxe? Parce qu'elle avait peur que j'abîme mon beau visage, comme elle disait. Voilà. Et je lui disais, mais maman, en fait, oui, on prend des coups, mais alors pourquoi un homme pourrait se permettre de prendre ce risque de prendre des coups et d'abîmer son visage, et pas une femme, en fait? Et voilà, et en fait, on en revient à tous ces principes, tous ces clichés qui sont depuis la nuit des temps, en fait. Chaque fois qu'elle passe en premier, j'ai plus rien à dire. Bon, et en plus, on a la même biographie. Donc c'est indécent. Mais cela étant dit, oui, on a déjà entendu beaucoup de choses au travers de votre témoignage, Anaëlle, et notamment le conditionnement de genre finalement. Donc tout ça est une affaire de représentation sociale, de construction sociale et, j'oserais dire, de stéréotypes genrés. C'est-à-dire une fille, ça fait pas du foot. On n'est pas encore dans le sexisme. Quand on dit une fille, ça fait pas du foot. Par contre, il faut qu'elle retourne à ses casseroles. Là, oui, on est dans le sexisme. Donc il faut qu'on s'entende sur les termes, parce que tout cela est très enchevêtré. Et à n'en pas douter, on passera de questions de genre, de conditionnement, à des questions de discrimination, réellement. On est toujours à deux doigts de la discrimination. Mais le sexisme, effectivement, il y a de l'implicite derrière. On a tous une idée. Dans ce terme, il y a la dénotation et il y a la connotation. Et chacun y va de sa connotation. C'est-à-dire que ce que vous pensez être sexiste, je ne le pense pas forcément sexiste, etc.
Donc de quoi parle-t-on? C'est une discrimination. Voilà, ça fait partie des actions qui vont ségréguer, qui vont différencier un groupe social avec une logique de hiérarchisation derrière, au motif, alors c'est défini par la loi, hein, au motif de ses origines, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son âge et de ses convictions politiques, idéologiques ou religieuses. Donc la discrimination qui vise une classe sexuelle, c'est ça le sexisme. D'accord ? Donc c'est toute action, tout acte, ça peut être un propos, ça peut être une pratique, qui, effectivement, va viser une des deux classes sexuelles, et on parle bien de classe sexuelle à ce niveau-là, on n'est pas encore dans l'idée de construction du genre, on affinera hein, peut-être au fur et à mesure, mais allons-y petit à petit. Donc une classe sexuelle, c'est-à-dire soit, c'est biologique, hein, les mâles, les femelles, donc les femmes, et qui vise implicitement une hiérarchisation entre les deux. Donc quand on a dit ça, on comprend quand même que le sexisme pourrait très bien prendre la direction du mâle et de l'homme, même si, puisqu'il y a hiérarchisation, effectivement, on se rend compte que beaucoup plus facilement et de manière plus commune et répandue, le sexisme va prendre la direction des femmes. Juste une petite parenthèse, j'ai trouvé une discipline où il y a le sexisme, probablement en tout cas dans l'organisation vis-à-vis des hommes, c'est celle de la natation synchronisée, où il n'y a pas de compétition dans les hommes, voilà, c'est la seule. Hein. Bon, autrement, on a beaucoup d'exemples, en revanche, où ce sont plutôt les femmes qui sont privées de compétition. Oui, et après, bon, je savais bien que vous sortirez un exemple comme celui-là, mais on pourra discuter ensuite de voir si on est vraiment dans une pratique sexiste ou si on est effectivement juste dans une interdiction, au même titre qu'il y a eu longtemps une interdiction. Alors, du moment où on discrimine, on traite de manière différenciée, oui, on est à deux pas d'une forme de sexisme, et c'est là aussi que je veux en dire. Mais par exemple, très longtemps, le canoë a été interdit aux femmes, alors sur des motifs médicaux, et on aura l'occasion d'en parler. Le canoë, moi je suis à genoux dans le bateau, le kayak, ils sont assis sur le fait, c'est paquet de chaque côté. C'est paquet d'un seul côté et c'est le côté gauche. Et donc en fait, le kayak, tout le monde pratique, les hommes et les femmes. Et le canoë, il y a encore quelques années en arrière, il n'y avait quasiment que des hommes. Et j'avais un entraîneur à l'époque qui m'avait dit: Marine, il faut que tu essayes le canoë, c'est bien, tu verras, c'est cool. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris un bateau, je me suis lancée et puis c'est parti comme ça. Et le fait de... petit aparté, je ne suis pas très à l'aise avec l'eau, en tout cas, j'étais plus jeune. C'est dommage. Et le fait d'être en position à genoux dans le bateau, je prenais de la hauteur, j'étais plus à l'aise. Donc le canoë m'a plu. Et depuis, je fais du canoë et je n'ai pas cessé d'arrêter. Et il y avait un entraîneur à l'époque qui était pour le kayak pour les femmes et le canoë pour les hommes. Alors, il y a des hommes au club qui pratiquaient le kayak, mais c'était mieux qu'ils pratiquent le canoë et les femmes le kayak. Et quand j'ai commencé le canoë, finalement, il était très réticent. J'ai gagné plusieurs fois les championnats de France, donc à l'époque c'était pas reconnu, donc je considérais ça comme participer à un championnat pour du beurre. Donc j'avais une récompense. C'était pas reconnu pour les femmes. C'était pas reconnu pour les femmes. C'est ça qu'il faut préciser. Voilà. Il y avait des compétitions officielles et il n'y avait pas de compétition femmes. Voilà, donc on faisait des courses, mais c'était en open. Donc s'il n'y avait pas beaucoup de filles de mon âge, je courais contre des plus âgés ou des plus jeunes. Voilà, ça se passait comme ça avant. Voilà, sur un championnat de France, on pouvait être 10 filles, mais de tout âge. Et en 2009, ça a été reconnu. Donc à partir de 2009, il y a des compétitions officielles et on court aussi bien en canoë femmes que hommes. Et petite anecdote, l'entraîneur qui n'était pas pour à l'époque, filles en kayak et les hommes en canoë, a 3 filles. Les 3 filles font du canoë aujourd'hui. Et dont son aîné, donc, qui a 19 ans, est en équipe de France et a été médaillé d'or il y a 2 ans. Donc on peut penser qu'il a changé de point de vue sur la question. C'est assez rigolo. Il a changé de point de vue sur la question. Oui, voilà, oui, comment justifier ça? Comment justifier cette interdiction en tout cas, ce
qui ressemble à une interdiction faite aux femmes d'être compétitrices dans ces disciplines. Comment l'expliquer? Enfin, moi-même, je ne l'explique pas, mais ce qui ressortait à l'époque, on entendait beaucoup que c'était pas reconnu parce que d'un point de vue médical, ce n'était pas bien pour les femmes, parce que la pratique est asymétrique, on payait toujours du même côté. Donc on pouvait se retrouver difforme. C'est vrai qu'il y a des hommes qui en s'entraînant ne font peut-être pas attention, et donc on avait des hommes qui se retrouvaient avec donc, les épaules un peu en avant, le cou un peu rentré, et une épaule plus haute que l'autre. Parce que comme il y a un bras qui est inférieur à l'autre pendant la pratique, alors je dis déformé, ça peut déformer. On peut prendre de mauvaises habitudes, donc de mauvaises postures. Mais ça fait 13 ans que je pratique, je ne suis pas difforme. Tout va bien. Et il a été dit aussi pour les femmes, d'un point de vue au niveau du bassin et des hanches, pour enfanter, c'était pas recommandé, c'était pas conseillé. Donc c'est pour ça que longtemps la France, en fait, enfin la France comme d'autres pays, ont retardé l'ouverture des compétitions de la pratique aux femmes. Oui. Ça fait 2 exemples qu'on nous donne là qui sont d'ordre médical ou scientifique. Enfin, on sent bien la tentative de justifier le truc, voilà, qui est plus ou moins crédible. Docteur Fischer, ça tombe bien que vous soyez parmi nous ce soir. Vous êtes médecin du sport. On a pu utiliser ça vous fait pas un peu mal quand même quand on utilise finalement la science ou l'argument médical pour justifier des interdictions qui, bon, s'avèrent finalement, en tout cas, s'avèrent non justifiées, visiblement. Oui, je ne peux que dire que c'est hors sujet, effectivement, le principe de mettre en avant une quelconque difformité ou une anomalie sur le bassin. On peut considérer que cette anomalie, elle doit se reproduire, si elle devait se reproduire, de manière tout à fait égale chez l'homme et chez la femme. Il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y a pas d'explication à ça, oui, à part essayer toujours d'enfoncer les préjugés, oui. Vous êtes médecin du sport, est-ce que dans le cadre de votre pratique professionnelle au cabinet, vous êtes confronté à des patientes qui vous font part de sexisme, d'agression, de discrimination, voilà, vous êtes un médecin et donc peut-être quelqu'un à qui on peut se confier sur ce qui se passe dans le cadre d'une pratique sportive. Oui, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, mais alors effectivement, exclusivement dans le domaine social, ou enfin privé, plutôt la sphère privée, voire professionnelle, mais j'ai jamais été confronté à ces sujets, en tout cas, il n'a jamais été abordé par une sportive à un cabinet. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer la façon dont les femmes qui sont dans le cas de Marine il y a 12 ans, 15 ans finalement, quand c'était pas possible pour une femme de concourir, quel impact psychologique ça peut avoir? Comment les femmes qui sont victimes finalement de ces interdictions, de ces discriminations réagissent? De toute façon, le mot qui prédomine, le ressenti, Annelle l'a exprimé tout à l'heure, c'est le manque de respect, le manque de respectabilité. Donc derrière tout ça se cache quoi? Le manque de reconnaissance, le manque de crédibilité, le manque de légitimité. Et c'est probablement ce que ressentent toutes ces personnes. Donc forcément, ça génère de la colère. Au début de l'incompréhension, ça peut aller jusqu'au désespoir. Et effectivement, pour certaines, alors peut-être que quand les sportifs pratiquent en équipe, la solidarité fait qu'elles peuvent s'en sortir un petit peu mieux, et peut-être que des sportifs isolés, qui sont un petit peu seuls, vont probablement en pâtir beaucoup plus. Et après, vous avez évoqué, il y a 2 chemins vers lesquels elles peuvent aller. C'est celui de la résilience, mais on n'aime pas bien ça, parce que ça veut dire qu'on acte que les choses sont ainsi et qu'elles ne changeront pas. Donc, l'objet du débat de ce soir. Et puis après, l'autre, ça peut aller, oui, vers des états de dépression, bien évidemment, avec un bouleversement de la vie, pas seulement professionnelle, mais également personnelle, professionnelle, voire familiale, pour certaines. Vous avez été le médecin de l'équipe des rugbywomen, des filles rugby des Gazelles, voilà, oui, tout à fait.
ici présent et le président. Quel souvenir vous gardez de cette expérience auprès des filles qui pratiquent le rugby en compétition de haut niveau? Déjà un très bon souvenir, parce que ça m'a permis de découvrir le rugby pratiqué par les femmes. Et je voulais aborder le sujet aussi de la sensibilité qu'apportent les femmes dans certains sports. Et je pense aussi que la vision qu'ont les hommes sur la pratique du sport par les femmes est liée au fait qu'ils souhaiteraient qu'elles le pratiquent de la même manière qu'eux-mêmes. Et je pense que dans toute discipline sportive, il y a une sensibilité féminine comme il y a une sensibilité masculine qui s'exerce, qui se développe et qui se déclare différemment, quel que soit le terrain de jeu. Moi, ce qui m'avait absolument ébloui à l'époque, c'est que j'étais également médecin de l'équipe masculine de rugby. Et c'est vrai que les jours de match, le dimanche, quand c'était des hommes, le stade était plein, et quand c'était des filles... Quand c'était des filles, le stade était vide. Et quand c'était des filles, ben voilà, il y avait les proches, quelques parents, et pourtant, voilà, l'implication des joueuses était la même, la rigueur était la même, l'engagement était le même. Et c'est vrai que elles m'ont toujours épaté parce qu'elles mettaient toujours forcément du cœur à l'ouvrage. C'était des vraies battantes. Et pourtant, voilà, ça doit être dur comme tous les dimanches de se défoncer. Et puis finalement, de ne pas avoir le public qu'on mérite. Didier Foulon, vous présidez donc les Gazelles. Les choses ont changé par rapport à ce que vient de rappeler le docteur Fischer. Est-ce que ce sport a aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, considéré comme un sport qui peut être effectivement pratiqué aussi bien par les hommes que par les femmes? Oui, je pense que l'exemple est déjà au niveau de la Fédération française de rugby, où hélas, le nombre de licenciés masculins baisse de 15%, même plus, et c'est le contraire pour les féminines. Voilà. Donc on ne retrouve pas encore l'équilibre, il n'y a pas encore suffisamment les 15% féminines, n'équilibre pas la perte de 15% chez les masculins. Je reviendrai sur effectivement le nombre de spectateurs au stade Bourriot. Il y a peut-être un effet, c'est que les entrées sont payantes pour les masculins et l'entrée est gratuite pour les féminines. Alors peut-être que, je sais pas, les supporters préfèrent payer. Ça peut être une explication. Non, malgré le fait que ce soit payé, il y a plus de monde que pour... Non, mais je pense que Jérôme le sait, il est déjà venu à notre endroit et il continue à nous suivre. Notre club a grandi, maintenant les seniors sont en élite 2, donc deuxième niveau national. Je ne vais pas polémiquer, mais au-dessus du stade dijonnais, donc au-dessus des masculins. La moyenne du nombre de spectateurs, ça fait toujours rire Laetitia quand je dis ça, je sais. Elle sait que je ne peux pas m'empêcher. Donc, la moyenne de spectateurs chez nous, c'est l'année dernière 250, 300, donc on augmente. C'est plus seulement de la famille ou des proches, on attire. Parce que le rugby féminin, parce que notre rugby est un autre rugby, c'est un rugby d'évitement. C'est en fait le rugby qui était pratiqué par les plus anciens. Et d'ailleurs, on a beaucoup de monde de l'association des anciens rugbymen qui viennent au stade voir les filles parce que ça leur plaît, c'est leur rugby. La façon de jouer est différente, voilà. La façon de jouer, oui, forcément, même s'il y a la force, même s'il y a la musculation, on peut pas, il y a d'autres sports où on peut faire rencontrer une équipe féminine face à une équipe masculine. Dans le rugby, c'est pas possible, et c'est normal. Mais le rugby féminin se joue autrement, exactement avec les mêmes règles, mais c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et là, je pense que le rugby féminin est en train de donner une meilleure image au rugby dans l'ensemble, parce qu'il y a ce rugby d'évitement, ce rugby où on n'est pas là que pour casser l'adversaire. On est là, le rugby féminin, c'est d'abord quoi? C'est aller à l'essai, c'est pas autre chose. Néanmoins, c'est une discipline, le rugby féminin par rapport au rugby masculin, qui a moins de moyens financiers, beaucoup moins de médiatisation. Comment vous le vivez, ça, en tant que président de club? C'est un combat de tous les jours? C'est un combat de tous les jours. Voilà, j'en suis à cette saison à la présidence des Gazelles. Oui, c'est difficile à vivre tous les jours.
Mais c'est normal, puisque de toute façon, financièrement parlant, si on attire 300 spectateurs et qu'un match de division nationale comme le Stade Dijonnais en attire 2000, bon, déjà la recette est différente, la médiatisation est totalement différente. Mais la presse locale, la presse régionale réagit, hein, parce que là on monte de niveau. Et puis je fais mon boulot de président aussi, hein, je me bats tous les jours, j'agresse, entre guillemets, et aujourd'hui on a 2 ou 3 articles par semaine dans le bien public, ce qui n'était pas le cas. Voilà. Et puis aussi il y a d'autres représentants de la presse aujourd'hui où oui, ils tiennent compte, et c'est eux qui viennent me demander s'ils peuvent faire un article sur les gazelles, ça bouge. Et c'est l'image du rugby féminin en général. Anne Tatu, je reviens peut-être vers vous sur cette histoire de la médiatisation. C'est un élément important dans le sens où c'est un plus près de votre bouche et ça doit marcher. Depuis tout à l'heure, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes qui se disent. Et à chaque fois, je pouvais rebondir avec ça évoque quelque chose chez vous. Allez-y. Donc, tout à l'heure, Marine parlait de sport, l'accessibilité aux femmes, qui n'étaient pas dans le canoë avant. Déjà, moi, la boxe, c'est pareil, ça fait pas très longtemps, on va dire, que les femmes peuvent boxer, et en tout cas en compétition. Et en boxe thaïlandaise, il y a une petite chose aussi qui vient de changer récemment, c'est la Fédération internationale qui a fait changer ça. En fait, c'est qu'en Thaïlande, les femmes n'ont pas le droit de combattre dans toutes les grandes salles. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu la boxe thaïlandaise, il y a deux salles importantes qui s'appellent le Raja et le Lumpini, en fait. Et c'est réservé à l'élite, on va dire, de boxeurs de boxe thaïlandaise. Et les femmes n'ont pas le droit de boxer. Et les femmes aussi, quand elles rentrent sur le ring, elles ne peuvent pas passer au-dessus des cordes. Voilà. Et on leur interdit, les femmes, elles passent en dessous. Oui, on pousse bien la symbolique là. D'accord. Et donc, moi. Là, je ne demande pas la justification. Hein, c'est des choses vraiment. Et donc, c'est complètement codifié. C'est ça, ça fait partie de l'entrée en fait dans la boxe. Anaël, on ne vous entend pas. Ça fait partie en fait des choses qui sont imposées, on va dire. Et en fait, ces choses-là existaient encore quand je partais en compétition internationale. Et une fois, en fait, quand je débutais avec l'équipe de France, moi je suis arrivée, et puis moi, on est tous différents, mais moi quand j'arrive sur le ring, on y va, c'est parti. Et en fait, je suis passée entre les cordes. Parce que pour moi, en haut, j'avais pas envie de me casser la figure en prendre le risque, mais sinon je serais passée en haut. Et on m'a dit non, faut passer en dessous. J'ai dit mais non, vous êtes une rebelle. Un peu. Un petit peu. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, mais comment ça se fait en fait que même en compétition internationale, donc il y a plus de 100 nations, on est tous là et on accepte encore. Vous le vivez comment ça? C'est une discrimination, c'est une humiliation. Mais en fait, complètement. Puis en fait, c'est la femme à ras du sol rentre sur le ring. Déjà, on t'autorise à boxer, c'est importante. Donc, non, pour moi, et en fait, ça a changé, mais ça a changé l'année dernière seulement. Seulement, dans le règlement, ça y est, on autorisait les femmes à faire leur entrée comme elles voulaient en fait. Anne, c'est intéressant, ça a des pratiques qui sont des codes, en fait, propres à chaque discipline, et d'ailleurs qui sont même pas connus, enfin, qui sont pas dites. Ça, c'est du sexisme quand même complètement assumé, mais complètement évident. Oui, alors après, il y a peut-être des vestiges du passé qui ne sont pas questionnés. C'est comme les histoires des explications médicales. Ça a été prouvé, la connaissance médicale a avancé, et pour autant, on gardait dans les règlements ces vestiges d'une méconnaissance passée qu'on n'a pas questionné pendant un moment. Là, il y a une symbolique très forte, et puis finalement, c'est plus récent, l'entrée des femmes dans ces pratiques. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui renvoie à une discrimination ouverte, une forme d'humiliation, et comme vous l'avez dit, vous pouvez y aller, mais vous y allez avec le statut que vous avez, et vous gardez ce statut. Donc il y a un peu ce rappel. Il y a cette force des traditions, et on verra tout à l'heure peut-être comment on bouscule ça, et comment les choses peuvent changer, parce que c'est effectivement très difficile de faire évoluer ça. Je vous laisse poursuivre, Anaël.
Merci. Et donc ça c'était pour quand Marine a pris la parole. Et puis oui, je voulais revenir aussi sur ce qu'on disait par rapport au physique, ce qu'on pense des femmes. Bon voilà, moi c'est vrai que quand on dit qu'on va boxer, tout de suite on pense au visage. Je sais pas d'ailleurs, on veut à tout prix mettre la femme dans ce critère de beauté, le visage. Puis non, mais si tu fais de la boxe, va falloir peut-être aussi que tu te coupes les cheveux. Enfin, franchement, j'ai entendu des choses aussi qui sont... je me dis quand même, c'est grave de... Et oui, donc voilà, non, une femme peut très bien boxer et il n'y a pas plus... En fait, on oublie la chose principale, c'est le plaisir de faire quelque chose en fait. L'envie, le plaisir, on s'interdit pas mal de choses. Et moi aujourd'hui aussi, je vois qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'interdisent de pratiquer de la boxe parce qu'elles se disent c'est pas un sport qui est pour moi. C'est un sport où il va falloir, je vais me prendre des coups, ça se trouve, je vais rentrer dans une salle de boxe et je vais me prendre un KO par quelqu'un. Mais en fait, non, il faut vraiment casser la boxe, c'est pour tout le monde. Cette idée que vient d'introduire Anaëlle, qui est celle de l'autocensure, Anne, je voudrais qu'on en parle dans un instant. Mais Marine, d'abord, sur votre façon à vous de vivre ce qu'on évoquait tout à l'heure, donc cette discrimination, ce moindre traitement par les médias, voire cet oubli total du traitement médiatique de votre discipline. Alors déjà, notre pratique est très peu médiatisée. Alors c'est vrai que sur les Jeux Olympiques, on passe à la télé, sur les chaînes sportives. Après, sur les championnats du monde, donc tout ce qui est sprint, ça va passer sur les chaînes sportives. Et comment ma spécialité, c'est le marathon, donc les longues distances. C'est transmis sur Internet, donc via YouTube. Donc on peut revoir les courses, mais c'est pas médiatisé, ça passe pas à la télé. Après, sur tout ce qui est les journaux, la presse ou sur Internet, effectivement, on va trouver localement des articles. Et, vous le vivez comment? Vous le vivez comme une injustice, comme quelque chose de décourageant? Est-ce qu'à un moment ça vous a découragé, par exemple? Est-ce qu'à un moment ça vous a révolté? Au niveau de la médiatisation, non, ça ne m'a pas découragé parce que j'aime quand même avant tout ma pratique, c'est une passion. Donc je ne pratique pas non plus pour être mise en avant et vous avez vu, je fais du canoë. Bien sûr, bien sûr. Mais quand on parlait par rapport tout à l'heure, les matchs des filles, il n'y avait pas grand monde par rapport au match masculin. Nous, par exemple, de manière générale, en canoë, on arrivait sur le programme de fin de matinée ou sur le début d'après-midi ou fin de journée, mais souvent aux heures creuses. Donc souvent, quand il faut qu'on adapte notre repas, donc en fonction de notre heure de course, souvent quand on arrive fin de matinée, il y a moins de spectateurs, les gens s'en vont ou vont vers les athlètes pour les suivre, pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas besoin de quelque chose. Donc il y a moins de supporters, il y a moins de personnes présentes autour du bassin. Donc c'est vrai qu'on le ressent, on l'a ressenti en tout cas à un moment donné sur les compétitions. Souvent, voilà, le canoë féminin revenait, je me pose pas trop la question quand est-ce que sera la course, ce sera fin de matinée ou heure creuse. Mais c'est facile derrière d'utiliser comme un argument, dire de toute façon il n'y a personne. Voilà, tout à fait. Voilà, donc. Puis sans parler de canoë forcément, à chaque compétition, bien souvent, on termine par les hommes, par la catégorie senior. Parce que, soi-disant, c'est comme ça que c'est interprété, c'est plus spectaculaire. Alors pourquoi plus les hommes que les femmes, je ne sais pas. Parce que une femme va tout donner sur la course et va donner le meilleur d'elle-même et pourra peut-être faire un meilleur résultat qu'un homme, on ne sait pas. Mais les courses des hommes sont quand même privilégiées pour les dernières courses de la journée. Et on a eu, parce qu'on a eu les championnats de France
de s'en mettre le week-end dernier. Effectivement, les cours sont terminés par... C'est professionnel, avec une forte spécialité sur les métiers du bâtiment, des travaux publics, de la taille de pierre. Voilà, on a des formations absolument remarquables. Et j'allais dire naturellement, c'est un effectif très fortement masculin. Comment vous avez, pourquoi et comment vous avez tenté, avec le résultat que vous allez me dire, de changer les choses et de faire en sorte que les filles, y compris, se donnent le droit de venir dans ces filières traditionnellement masculines? Bonsoir déjà, ça c'est une belle question. Je suis étonnée depuis le début qu'on ne m'interpelle pas l'école, parce qu'en général, je vais revenir tout à l'heure. C'est pour ça que j'attendais. Parce que je me suis dit, où est l'école encore, qui est souvent responsable d'un certain temps de second éducateur responsable. Alors, petite parenthèse, il en va des sportifs, enfin des proviseurs comme des sportifs, parce que les Bardors, c'est un lycée technique et professionnel, et en fait, nous sommes très peu de femmes proviseurs RE à la tête de lycées professionnels et de lycées techniques. Et je veux dire que notre institution participe également dans son mouvement de mutation à cette reproduction genrée. Et qu'il faut aussi se battre, parce qu'on est une femme, pour arriver à la tête d'un lycée technique. Je referme la parenthèse. Premier constat, lorsqu'on arrive, et on se rend compte, par exemple, que pour les tailleurs de pierre, les garçons ont des vestiaires, et qu'il n'y a pas de vestiaire pour les filles. Voilà. Donc, où se change-t-elle? Mais dans les toilettes, madame. Voilà. Et donc, c'est un bazar pour arriver à faire installer des vestiaires pour les filles, et qui plus est avec le luxe demandé par le proviseur, qui est un miroir. Voilà. Alors, c'est une anecdote, mais derrière cette anecdote du confort se pose effectivement toute la reproduction, l'intimité, etc. Mais se pose aussi toute la question de la reproduction. Effectivement, c'est un type d'établissement, mais on a le contraire en tertiaire, où vous avez 90-92% de garçons. Toute la société participe à cette reproduction. Les parents, les enseignants, je veux dire, tout le monde, les métiers aussi. C'est une maison que j'ai bien connue, et celle d'en face lui-même, pour avoir travaillé avec eux sur cette question-là. Alors, on est sur une image d'un certain nombre de métiers, et donc il faut trouver des astuces. Et les premières astuces, c'est de créer des lieux aussi, où les élèves, filles, se sentent bien. Et donc, moi, je sais que j'ai monté un module qui s'appelle Elle et les filles, et on est plusieurs à avoir fait ça dans plusieurs établissements dijonnais. Et on leur fait rencontrer des sportives, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui ont osé. Et donc on travaille sur quelque chose qui est l'estime de soi. Mais c'est pas la seule chose. Donc il faut déjà travailler là-dessus. Il faut travailler aussi sur l'accueil. Parce qu'on est dans une reproduction aussi du corps enseignant. Et il faut travailler en amont, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les parents et le corps enseignant n'orientent que des garçons dans ces filières-là. Et ça veut dire aussi qu'on travaille avec les branches professionnelles. Pourquoi n'y aurait-il pas de femmes chefs des travaux, conducteurs de travaux, hein, et qui vont après comme ingénieurs sur les travaux publics. Donc en fait, c'est un travail en amont et en aval. Mais le cœur aussi, c'est de redonner de l'estime de soi. Il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée tout à l'heure dans ce qui ont été dites et qui remontent à l'histoire de l'école. Parce que vous permettez que je rebondisse avant que le mur vous tombe dessus. Non, c'était ma deuxième question, effectivement, qu'on élargisse le propos à l'école, au sport à l'école, et à la manière qu'effectivement l'école contribue à travers l'éducation sportive, la formation au sport, peut-être à changer la donne. Oui, c'est-à-dire que vous avez cité la phrase de Pierre de Coubertin, quand même, qui vaut son pesant d'or tout à l'heure, et sur le fait que ce serait inesthétique, dangereux, enfin bon, etc. Et à la même époque, la Troisième République fonde l'école gratuite, obligatoire et laïque, et elle introduit en 1880 d'entrée de jeu le sport. Et c'est quelque chose qui interroge, c'est-à-dire que l'école s'est fondée sur l'égalité de participation des filles et des garçons au sport, à la gymnastique. On appelait ça la gymnastique à l'époque, dans un contexte complètement hostile aux filles. Mais je crois qu'il y a 3 éléments à prendre en compte par rapport à ça. Le premier, c'est que pour comprendre cette question du sport, et notamment du sport à l'école,
il faut interroger la question des représentations politiques de l'éducation. Et donc, on va retrouver ce que vous avez dit toutes les deux, c'est-à-dire, en fait, à quoi sert l'école, et donc à quoi sert le sport dans une société. Et la première chose que l'on fait, dans les premiers textes en 1880, il y a une revanche à prendre. La France a perdu la guerre de 1870. Et donc, dans tous les programmes sportifs, en fait, que dit-on? On dit que la gymnastique, à l'école primaire, doit servir à faire des exercices de corps suffisants pour préparer et prédisposer en sorte que les garçons puissent faire de futurs travaux de soldats et d'ouvriers. Je crois que c'est quand même intéressant. Et donc, on rajoute, et les filles, se préparer aux soins du ménage, aux ouvrages de mères de famille. Et donc, on va traîner jusqu'à vous, tout à l'heure, la question de la maternité. Ça, c'est 1882. Alors, je passe aussi sur les... On est passé de la gymnastique à l'éducation physique, c'est-à-dire que le sport à l'école, il est politique. Il est politique parce que pendant la période de Vichy, on parle d'éducation générale sportive. Donc on change de connotation, et puis bon, le PS tel qu'on le connaît. Il faut quand même rappeler cette chose, c'est-à-dire qu'on est sur une ambiguïté. L'école a toujours favorisé le sport des filles, alors que les écoles n'étaient pas mixtes, jusqu'en 1960. Et si on se souvient, il y avait les cours pour les filles et les cours pour les garçons. Deuxième chose, et on traîne toujours ce qui a été dit tout à l'heure par nos sportives, c'est la question des représentations sociales du corps. C'est-à-dire tous les textes fondateurs de l'école vont d'un côté sur la manifestation de la force chez les garçons, et on parle d'esthétisme et de grâce chez les filles. Je crois que je ne veux pas vous épargner le texte fondateur. Il appartient aux institutrices de choisir les jeux et les mouvements les mieux adaptés au sexe féminin, ceux qui donnent de l'agilité et de la grâce, et si l'on peut, associer à la musique. Et c'est exactement ce que vous avez interpellé tout à l'heure. Vraiment. C'est-à-dire au contraire. On se traîne toujours cela. Et la troisième chose, et que vous portez encore dans vos sacoches, hein, c'est aussi la question des représentations sociales de l'homme et de la femme dans un contexte donné. C'est-à-dire, quelles sont les normes sociales par rapport à cela? Et nous, à l'école, nous n'intervenons que comme second éducateur, après les familles. Et quand on voit aujourd'hui quels sont les sports les plus fréquentés par les filles et fréquentés par les garçons, une institution comme l'école a énormément de mal. Et je prends un témoin, j'ai créé 2 sections sportives, une de foot, ouverte au niveau national, je n'ai pas eu une seule candidature féminine, et une section sportive VTT, et nous n'avons eu des filles que la 2e année, parce que les professeurs étaient très investis sur cette question, et que c'est leur démarche qui a permis effectivement l'arrivée de filles. C'est-à-dire que le choix des parents et le choix des enfants, plus les médias, etc., pèsent très lourdement sur l'école et font que, alors que l'école a fait une démarche au départ assez paritaire, malgré les textes, etc., on traîne cela aussi derrière et que le rééquilibrage est extrêmement Ce que je remarque depuis les années où je pratique la boxe, je pense que de plus en plus de femmes déjà se disent que la boxe c'est aussi fait pour elles. On le voit, hein, même une personne qui ne pratique pas le voit très bien dans les salles de sport. Il y en a beaucoup, même des salles qui étaient plutôt axées sur la remise en forme, crossfit, etc., se mettent à la pratique de la boxe. Donc en fait, la médiatisation, l'ouverture de cette discipline aux femmes fait qu'elles se disent moi aussi je vais m'y mettre, et puis après tout je suis aussi capable d'eux. Et moi je pense que les représentantes féminines plus de haut niveau, parce qu'on est plus mis en avant en équipe de France ou sur les galas télévisés que vous pouvez voir sur certaines chaînes pour ceux qui suivent, on a aujourd'hui, et je ne m'en rendais pas compte avant, on a un rôle aussi
ce rôle aussi de représentante de la discipline. Et moi, je ne m'en rendais pas compte il y a quelques années, parce que je faisais les choses pour moi, pour moi, ça y est, tout roulait bien. Mais plus je prends de l'âge, et plus je prends de l'expérience, et plus je me rends compte que oui, quand je participe à certains événements, quand je combats, il y a des petites filles, elles me disent, moi, je veux être comme toi. Et moi, ça me touche, et je me dis, ah oui. Et j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir en me disant, l'année prochaine, on va l'inscrire. Même des papas qui me disent, ouais, au début, je voulais pas, mais si, je vais l'inscrire. Et moi, ça me touche. Et donc, j'ai un rôle à jouer. Et je pense que les représentantes féminines, du coup, c'est elles aussi qui permettent qu'aujourd'hui, il y ait plus de pratiquantes dans les sports de combat. Et moi, je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé la boxe, la première fois que je suis rentrée au club, on était deux femmes. Et puis aujourd'hui, le vestiaire, on est serré. Donc c'est super. Valeur d'exemple. Voilà, valeur d'exemple, c'est effectivement ce qui peut contribuer à faire bouger les choses, entre autres. Didier, sur justement l'impact se mesure-t-il dans votre... Oui, ça se mesure. Et je pense que je reviendrai sur ce que dit Mme la proviseure. Je crois qu'on a oublié dans le rugby à l'école. Ça, c'est très clair. On y travaille aujourd'hui, c'est forcément plus compliqué puisqu'on l'a oublié et d'autres sports ont pris leur place puisque dans les cours d'école, il y a un but de hand et puis un panier de basket. C'est très clair. La deuxième chose, c'est aussi les médias qui sont responsables de cette mauvaise image du rugby, puisqu'on relaie toujours les accidents sur un terrain, les commotions, les accidents très graves aussi. Et je le disais il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à un média local, parce que ça m'agaçait qu'il ne parle pas d'une action, qu'on a une action solidaire. Je lui ai dit, tu préfères effectivement, parce que ça fait vendre plus, annoncer des catastrophes et des mauvaises nouvelles. Je crois que là, c'est aussi tout le travail qu'on a à faire dans le rugby, et en particulier à très haut niveau, en top 14, c'est de casser cette mauvaise image d'un sport qui fait mal et qui détruit physiquement. Je suis désolé, il y a d'autres sports aussi qui détruisent. Le foot détruit certainement beaucoup plus que le rugby. Donc là, je fais très court, mais on a un gros travail pour retourner dans les écoles. On vient de lancer le baby rugby, on a des écoles de rugby, on commence à avoir des écoles de rugby spéciales féminines. On y travaille, mais elles ne sont pas encore assez nombreuses. Voilà, donc ça va revenir, mais il va falloir du temps. On va tenter le coup, docteur, allez-y. Simplement, sur un plan physiologique, il y a des choses qui démarquent naturellement l'homme et la femme, mais voilà, l'homme a plus de masse musculaire, c'est prouvé, la femme a plus de tissu adipeux, c'est prouvé, la fonction cardiaque maximale de l'homme restera supérieure à celle de la femme, et ce qu'on appelle la consommation maximale d'oxygène par le sportif sera toujours supérieure à celle de la sportive. C'est comme ça, c'est physiologique. Maintenant, c'est pour ça que je voulais surtout aborder le sujet de la sensibilité, parce qu'effectivement, ce qui caractérise éventuellement l'homme va être plutôt l'agressivité, et puis la femme, pour en revenir au sport du rugby, puisque c'est l'exemple avec Didier Filon ici, c'est vrai que actuellement, vous regardez un match de rugby masculin, c'est la démonstration de force, d'agressivité, de violence, un petit peu. Parce que c'est des contacts assez importants. Et à côté, les femmes redonnent effectivement ces lettres de noblesse au rugby, en tout cas pour ce sport-là, mais bien évidemment dans d'autres activités, parce qu'elles ont cette rage, elles évitent. C'est vraiment le sport d'évitement, et c'est le rugby qu'on a connu dans les années 50. Et c'est pour ça que je disais aussi que la manière dont un spectateur ou une spectatrice va regarder un événement sportif, effectivement, c'est toujours l'histoire d'ici, c'est du neuf. Tout dépend de quel côté vous vous trouvez du chiffre. Votre vision de la chose va être différente. Et si un garçon attend que les femmes fassent du sport comme les garçons, je pense que forcément, il sera déçu en termes de... On parlait de spectacle, il sera déçu. Et peut-être vice-versa, c'était le petit propos que je voulais... Non, ouais. Moi, j'étais interpellée par ce que vous disiez sur l'agressivité des garçons et la grâce des filles. Pour moi, c'est une vision un peu
essentialise des choses, comme si tous les garçons par nature devaient être agressifs et toutes les filles par nature devaient être gracieuses. C'est une construction sociale, c'est qualificatif. Et ça fait partie des choses que moi j'ai beaucoup entendu dans mes déplacements dans le milieu du sport, c'est cette fameuse complémentarité, quand on parlait de la femme et des hommes présents dans les instances, là je vais de côté la partie purement sportive, la fameuse complémentarité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que quand les femmes arrivent dans les instances dirigeantes, elles apportent beaucoup plus de pondérance aux échanges. Bon, elles font bien le café aussi, hein, soyons pas idiots, mais c'est cette espèce de... comme s'il y avait des caractéristiques, caractéristiques sociales qui étaient essentiellement, c'est-à-dire par nature, féminines ou masculines, mettant de côté leur aspect construction sociale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur la question de la performance de manière générale, sur l'appréhension scientifique qui vise à comparer les masses graisseuses, les masses musculaires, etc. Je n'ai pas de sujet, ce sont des données qui sont objectives, mais j'étais il y a quelque temps à une conférence au Saône-et-Loire sur la question de la performance, avec des statistiques qui tendaient à montrer, alors l'exemple qui avait été pris était celle les performances de Laure Manodou. Laure Manodou, aujourd'hui, les résultats qu'elle fait sont les résultats que faisait un champion du monde 20 ans avant. Et aujourd'hui, ce qu'on remarque dans la performance, c'est que petit à petit, la plus haute performance des filles vient se rapprocher de la plus haute performance des garçons. Pourquoi ? Parce que c'est l'entraînement aussi des corps qui y participe. Donc on est sur des données, c'était les deux points que je voulais voir. Attention au côté essentialiste, parce que je l'ai beaucoup rencontré et j'ai presque envie de vous dire, moi je ne partage pas du tout cette approche. Et puis sur la question de la performance, il y a des choses qui évoluent aussi de par la pratique et l'entraînement.